Que voyez-vous sur cette photo? Personnellement, je vois un homme, un alpiniste expérimenté. Il a l'air heureux, mais surtout excité à l'idée de gravir la montagne vraiment imposante qui se dresse derrière lui, le mont Everest. Cette image est en réalité bien moins innocente qu'elle n'y paraît, car les jours qui ont suivi la prise de cette photo, l'alpiniste présent sur cette dernière, du nom de Lincoln Hall, a vécu un véritable enfer sur le sommet du mont Everest. Now Lincoln is very bad, and if it's possible, send one Sherpa up to help Lincoln because he's near dead also. Aujourd'hui, on va ensemble marcher sur ses pas. On va découvrir dans les moindres détails son parcours, son accident dramatique au sommet de l'Everest, sa survie en solitaire dans la tristement célèbre zone de la mort après que ses Sherpas l'aient abandonné pensant qu'il était mort, et j'en passe. Ce que je m'apprête à vous raconter est l'un des accidents les plus terribles et marquants de l'histoire de la conquête de l'Everest. Alors accrochez-vous, âme sensible s'abstenir, découvrons sans plus tarder la terrifiante épopée de Lincoln Hall. Lincoln, c'est, comme je vous le disais en introduction, un alpiniste australien. De manière plus globale, il est intéressé par tout ce qui touche à la nature. Il a étudié la zoologie, c'est un grand fan de rando. Pour l'instant, je vous l'accorde, on est sur une histoire assez classique. Enfin, je dis bien, pour l'instant. Il veut découvrir les plus grands sommets de la planète, et sans grande surprise, l'une des montagnes qui le fascine le plus, c'est le fameux mont Everest. C'est la classique, le toit du monde, 8849 mètres de dénivelé, c'est loin d'être la plus dangereuse de toutes, mais pour beaucoup d'alpinistes, c'est un symbole. Un sommet à faire au moins une fois dans sa vie. Lincoln, il commence à gravir les échelons et à se faire connaître au sein de la communauté d'alpinistes australienne. Il se fait de beaux contacts et en 1984, il est convié pour participer à la première expédition australienne sur l'Everest. Forcément pour lui, c'est une grande nouvelle, il est extrêmement impatient, il a envie de marquer l'histoire de son pays via cette expédition, mais tout ne va pas se passer comme espéré. Bon, faut savoir que cette expédition australienne, elle a deux particularités. De une, il n'y aura pas d'oxygène supplémentaire, donc tout ce qui est bouteilles et masques pour pallier au manque d'oxygène en haute altitude, tu oublies. Tout de suite, niveau difficulté et risque, la barre est bien plus haute, mais c'est pas fini. En fait, le but de cette expédition, c'est pas seulement de gravir l'Everest, non. Leur objectif, c'est carrément d'ouvrir une toute nouvelle voie d'ascension, et là, c'est un défi tout autre encore. Leur ambition est énorme, Lincoln et ses camarades, tous plus expérimentés les uns que les autres, veulent fouler le pied sur le sommet de l'Everest en passant par la face nord. Cette face nord de l'Everest est plus risquée que la face sud, bien plus populaire et empruntée. Les vents y sont généralement plus forts, les températures plus basses, les sections à braver sont bien plus techniques, et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Bon alors, au bout du compte, est-ce que cette excursion a été un succès? Eh ben, oui, lors de cette expédition, deux alpinistes australiens ont bel et bien réussi à atteindre le toit du monde sans oxygène via la face nord, mais malheureusement, notre Lincoln n'est pas l'un d'entre eux. Les deux alpinistes ayant réussi l'exploit sont les Australiens Tim McCartney-Snape et Greg Mortimer, et de son côté, Lincoln a malheureusement dû quitter le navire lors de son ascension. Alors, les raisons exactes qui l'ont poussé à l'abandon ne sont pas vraiment connues, mais tout ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Lincoln, bon, il est à la fois content et fier pour ses collègues, mais son rêve d'atteindre un jour le sommet de cette prestigieuse montagne va devoir encore attendre. Lincoln va mettre ce rêve de côté pendant plus de 2 décennies, pendant ce temps il va continuer à grimper et à s'entraîner, mais cette envie de fouler le pied sur le sommet de l'Everest était un objectif qui l'habitait encore. Sa première expérience en 84 l'avait profondément marqué, et c'est pour cette raison que 22 ans plus tard, à l'âge de 50 ans, Lincoln décide d'entreprendre une nouvelle ascension pour accomplir cet objectif personnel qui, depuis tant d'années, trotte dans sa tête. He's always carried that disappointment of not achieving his dream the first time around, so it was an opportunity to see whether he was able to do it. Nous sommes désormais en 2006 et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Lincoln veut prendre sa revanche. Il veut passer par le même itinéraire qu'il a emprunté sans succès 22 ans plus tôt pour atteindre le sommet. Un objectif vraiment ambitieux, peut-être un peu trop même. Pour cette expédition, Lincoln ne part pas seul.
Il sera accompagné de plusieurs Sherpas tout au long de son ascension et le chef d'expédition Alex Abramov suivra avec attention leur progression depuis le camp de base. C'est un alpiniste russe de renom qui connaît l'Everest comme sa poche. Pour vous donner une petite idée, à l'heure actuelle, il en est à sa 12e ascension réussie sur ce sommet. Rien que ça. Tout commence sur le camp de base nord. Il est situé au Tibet à une altitude de 5150 mètres. Plus de 3700 mètres de dénivelé séparent ce camp du sommet tant convoité. C'est ici que Lincoln se prépare et s'acclimate avec ses Sherpas et son chef d'expédition Alex. Au camp de base, côté tibétain, à plus de 5000 mètres d'altitude, l'air est déjà rare et le moindre effort essouffle. Dès la tombée de la nuit, la température chute bien en dessous de zéro, rappelant aux alpinistes qui sont déjà à une altitude extrême où la vie humaine peine à s'adapter. Lincoln commence d'ailleurs à ressentir les premiers symptômes du mal des montagnes en arrivant ici, maux de tête, nausées ou encore insomnie. Plus ils vont grimper en altitude, plus l'oxygène se fera rare et plus les effets de ce mal des montagnes vont empirer. Tachycardie, œdème cérébral et pulmonaire, et j'en passe. Une acclimatation progressive est donc indispensable avec plusieurs jours de repos au camp de base pour que le corps produise plus de globules rouges et s'habitue au manque d'oxygène. Malgré les difficultés, l'excitation est très présente chez l'équipe de Lincoln parce que ce camp de base offre une vue directe sur la face nord de l'Everest. Lincoln profite de cette occasion en prenant cette fameuse photo que j'ai utilisée en introduction. C'est l'une des dernières photos que Lincoln a prises avant le début de son expédition, mais surtout avant son terrible accident. Son objectif est maintenant d'atteindre le camp ABC ou Advanced Base Camp, situé à plus de 6400 mètres d'altitude. Les alpinistes quittent le confort relatif du camp de base et s'enfoncent dans le vaste glacier du Rongbuk Est. Rapidement, le chemin devient escarpé et caillouteux. Lincoln doit zigzaguer entre les pierres instables. Cette première section est relativement soft et comparée à ce qu'il va devoir affronter dans les prochains jours, ce n'est qu'une simple promenade de santé. L'arrivée au camp de base avancé est un vrai soulagement. Lincoln et ses Sherpas prennent le temps de bien s'acclimater et se reposer, car dans les prochains jours, le confort ne sera clairement pas le même. Après une dernière nuit à 6400 mètres, l'heure est venue de s'attaquer au col nord à environ 7000 mètres d'altitude. C'est le passage clé qui donne accès à l'arête nord-est menant au sommet. Dès l'aube, les alpinistes quittent le camp de base avancé emmitouflés dans leur épais vêtements d'expédition. Le terrain est encore et toujours instable, Lincoln et ses Sherpas évoluent doucement mais sûrement, tandis qu'Alex Abramov suit leur progression par radio et via GPS. Une fois arrivés à environ 6500 mètres d'altitude, tous les grimpeurs chaussent leurs crampons et s'équipent de leurs piolets pour s'attaquer à la suite de l'itinéraire qui se déroule sur de la glace vive. C'est à partir de là que l'ascension du col nord devient vraiment éprouvante. Environ 400 mètres de dénivelé à gravir sur une neige dure, proche de la glace, avec une pente avoisinant parfois les 50 degrés. Chaque alpiniste progresse en s'auto-assurant sur les cordes fixes, en enjambant les crevasses béantes et en croisant les doigts pour ne pas être les victimes d'une chute de sérac. Chaque dizaine de mètres gagnés coûte un immense effort, le souffle est court, le cœur bat de plus en plus vite pour compenser la pression plus faible et le manque d'oxygène. Nos acolytes avancent lentement, en s'accordant de brefs arrêts pour reprendre leur souffle, et finalement, après plusieurs heures intenses de grimpe, la pente s'adoucit et ils débouchent sur le fameux col nord, aux alentours de 7006 mètres d'altitude. Le col nord, c'est une sorte de plateau relativement plat où est installé le camp 1. Presque chaque nuit, le vent violent secoue les tentes avec un bruit assourdissant, tandis que le manque d'oxygène provoque maux de tête et nausées. Après une nuit difficile, Lincoln et les Sherpas poursuivent leur chemin en direction du sommet en passant par l'arête nord-est de l'Everest. C'est dans cette section de la montagne que les camps d'altitude 2 et 3 sont installés. Le sol est rocailleux et inégal, et certaines tentes dépassent parfois dangereusement au-dessus du vide. Ouais, tout de suite le camp de base avancé, il donne plus envie. C'est généralement à cette altitude que beaucoup d'alpinistes s'équipent de leur masque à oxygène. Ouais, à une telle altitude, sans oxygène, la moindre action peut donner l'impression d'un effort surhumain. Lincoln est de plus en plus faible, mais il sent qu'il peut encore tenir. Enfin, il espère pouvoir encore tenir un peu. Va falloir qu'il se repose au maximum car demain,
il va devoir franchir la zone de la mort. Au-delà des 8000 mètres, le corps humain ne peut plus s'acclimater. Il s'affaiblit chaque heure passée, chaque respiration est insuffisante pour combler les besoins du corps. Si pour l'instant Lincoln et les Sherpas qui l'accompagnent ont survécu, la suite de leur aventure s'annonce bien moins radieuse. Chacun vérifie encore et encore son équipement, car un seul détail mal réglé ici pourrait coûter la vie durant l'ascension finale. C'est en pleine nuit que Lincoln attaque la dernière ligne droite accompagné des Sherpas. Ils laissent derrière eux les tentes, leur dernier refuge, pour s'engager dans la terrible zone de la mort, la section la plus extrême de toutes. Il ne leur reste que 3 étapes à braver pour enfin atteindre le sommet de l'Everest. 3 réseaux très techniques qui séparent notre groupe de la consécration. Le deuxième réseau est le passage le plus emblématique et redouté de la voie nord de l'Everest. Situé autour de 8600 mètres d'altitude, il s'agit d'une paroi rocheuse quasi verticale de 30 mètres de haut. Aujourd'hui, une échelle métallique est installée en permanence, ce qui permet de le franchir plus efficacement. Mais attendez, je vous vois venir, croyez pas que cette section est facile pour autant. En arrivant à sa base, les alpinistes forment souvent une courte file d'attente, car on ne peut s'engager qu'un par un sur l'échelle. Le silence règne dans cette section. À part le bruit des crampons sur l'échelle et le sifflement du vent le long de la paroi, tout le monde est concentré. Ils savent à quel point cette section est meurtrière. Après quelques minutes d'efforts qui paraissent interminables, Lincoln atteint enfin le sommet du réseau. Il est extrêmement fatigué, de plus en plus faible, la situation est encore sous contrôle, il lui reste quelques réserves pour venir taper une bonne fois pour toutes ce sommet. Le soleil est maintenant levé, le ciel est généralement d'un bleu profond, presque violet, signe de l'extrême altitude, et enfin, la pente finale du sommet apparaît. Sur les derniers mètres, Lincoln Hall est submergé par les émotions. Et soudain, plus rien au-dessus de lui. Juste le ciel. This is Lincoln. We're on the summit. We're on the summit. Il a atteint le sommet de l'Everest, le point le plus haut de la planète. Il a rêvé de ce sommet toute sa vie. Et malgré un premier échec 22 ans plus tôt, Lincoln s'est relevé pour enfin accomplir à l'âge de 50 ans le plus ambitieux de tous ses objectifs. Maintenant, il est l'heure de casser l'ambiance. Peu après avoir entamé la descente le 25 mai vers 10 h, Lincoln Hall montre des signes de détresse hautement préoccupants. Victime probable d'un œdème cérébral d'altitude aggravé par l'effort, il devient confus, hallucine et perd sa coordination motrice. Son état décline à vue d'œil. À environ 8800 mètres sur l'arête sommitale, Lincoln s'effondre et ne peut plus avancer sans aide. Ses 4 compagnons Sherpas tentent alors pendant des heures de le secourir et de le ramener vers les camps inférieurs. Chaque minute, la situation empire davantage. Un œdème se développe probablement dans son cerveau et fait des dégâts considérables sur son corps. Le froid l'attaque, ses doigts commencent à geler. Lincoln est en train de mourir et les Sherpas ne sont clairement pas optimistes quant à ses chances de survie. Remémorez-vous toutes les sections de ce redoutable versant nord que Lincoln a gravi ces dernières semaines. S'il veut redescendre en vie de cette montagne, alors il va devoir descendre par ses propres moyens. Impossible d'envoyer un hélicoptère de sauvetage à une telle altitude, les Sherpas tentent alors de lui venir en aide. Après quelques heures d'efforts, ils parviennent péniblement à le traîner jusqu'au deuxième réseau situé à plus de 8610 mètres d'altitude. Ouais, ils n'ont bravé que 200 mètres de dénivelé positif, et du côté de Lincoln, la situation ne s'améliore clairement pas. Il ne baisse pas encore les bras et tente de le faire descendre via le deuxième réseau. Le groupe de Sherpas essaye tant bien que mal de l'évacuer via cette falaise de 40 mètres équipée d'une échelle, mais cette seule section leur prend près de 4 heures tant Lincoln est invalide. Il n'a plus aucune force et je me répète, chaque minute passée dans la zone de la mort amincit ses chances de survie. Tout comme celle des Sherpas d'ailleurs qui tentent de le secourir depuis plusieurs heures déjà. Après d'immenses efforts, ils atteignent vers l'après-midi le rocher dit Mushroom Rock. Lincoln reste à moitié conscient et tente même de parler par radio à l'équipe en contrebas. Lincoln, do you copy? Lincoln,
slowly down here and keep on going. You've got 4 Sherpas there who respect you a lot. Les Sherpas sont littéralement épuisés, mais se relaient toujours pour l'assister. 2 d'entre eux souffrent de cécité des neiges. En fait, à cause de la réverbération de la lumière du soleil sur la neige, il n'est pas rare que certains grimpeurs souffrent d'une inflammation de la cornée, comparable en quelque sorte à un coup de soleil sur l'œil. Les symptômes incluent douleur, rougeur, sensation de sable dans l'œil, larmoiement et sensibilité à la lumière. Souffrir d'une inflammation de la sorte à plus de 8000 mètres d'altitude est extrêmement dangereux. Les Sherpas doivent à la fois se relayer pour tenter de sauver Lincoln, mais d'un autre côté, c'est leur propre santé qui commence à décliner. Ils vont bientôt devoir faire un choix. Continuer à assister Lincoln malgré le déclin de sa santé et de la leur, ou l'abandonner sur le trajet s'il juge qu'il ne pourra pas être sauvé. En fin de journée, la situation s'envenime. Lincoln est désormais dans un état semi-comateux, ne réagit plus et sa respiration devient très faible. Ils sont vraiment en train de le perdre. Vers 19h30, en ce jour du 25 mai 2006, les Sherpas informent Alex Abramov par radio que Lincoln Hall est présumé mort, malgré 9 heures d'efforts pour le sauver. Ces signes de vie sont tellement faibles que les Sherpas ont beaucoup de mal à déterminer s'il est encore vivant ou non. Les Sherpas sont désormais à court d'oxygène et de force, alors ils prennent une lourde décision et déposent son corps inerte sur place. Lincoln se retrouve désormais seul et condamné à quelques centaines de mètres du sommet de l'Everest, dans la zone de la mort. Another phone call came through from base camp, and I just knew instantly that it was the worst news possible. I didn't want to hear it, and I didn't want to continue the conversation, but I had to be told. Mum called us out there, and she sat us down on the couch and said, boys, about 20 minutes ago, your dad passed away. Il n'y a pas d'oxygène, pas d'eau, pas de protection efficace pour passer la nuit et survivre au froid glacial descendant sous la barre des moins 30 degrés. Selon les Sherpas, il est déjà mort. Le soleil se couche, la nuit passe, les températures sont juste glaciales, mais heureusement, les Sherpas ont réussi à atteindre les camps intermédiaires à temps pour se protéger. L'ambiance est lourde du côté des Sherpas qui l'accompagnaient et de sa famille qui entament leur deuil, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Lincoln, il est toujours vivant. Ses signes vitaux sont extrêmement faibles, ça fait plus de 10 heures qu'il se trouve piégé dans la zone de la mort, ce qui est juste énorme. Même si Lincoln a survécu jusque-là, son destin est presque déjà scellé. Le 26 mai au matin, aux premières lueurs du jour, une équipe indépendante de 4 grimpeurs menée par un alpiniste américain du nom de Dan Mazur entame leur dernière ligne droite avant le sommet. Sur le chemin, une fois arrivés à 8600 mètres, ils aperçoivent une silhouette près du deuxième réseau. Il s'agit de Lincoln Hall. À première vue, il est conscient, pas très lucide. Il a survécu à une nuit sans oxygène à plus de 8600 mètres d'altitude. He had this really kind of wide-eyed. He kept looking at us and saying, "Oh, this is a brilliant boat ride we're on. What a brilliant weather for a cruise." C'est juste lunaire. Lincoln est conscient, mais délirant. Il se croit en croisière, sur un bateau. Il est sévèrement atteint de gelures aux extrémités. Et il s'est partiellement déshabillé. Ça n'a pas de sens. Si Lincoln s'est déshabillé malgré les températures extrêmement basses, c'est à cause d'un phénomène aussi intriguant que terrifiant, le déshabillage paradoxal. En fait, en réponse au froid glacial, le corps restreint la circulation sanguine aux extrémités pour préserver les organes vitaux, mais dans certains cas, lorsque le sang afflue vers le centre du corps, il entraîne une sensation trompeuse de forte chaleur. Cette fausse information incite les victimes à se dévêtir, ce qui forcément accélère la perte de chaleur et aggrave davantage leur état.
J'ai vraiment résumé ce phénomène si je puis dire dans les grandes lignes, hein, mais s'il y a des experts dans le domaine qui me regardent, n'hésitez pas à compléter mes dires, hein, voire même les corriger en commentaire. En fait, ce qui choque en premier lieu Dan et son équipe, c'est le fait qu'il soit partiellement déshabillé. Mais c'est pas ça le pire. En fait, Lincoln, il aurait pas dû survivre à tout ça. Physiquement, c'est juste impossible. En fait, scientifiquement, ça colle pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait survécu à une nuit complète en solitaire sans oxygène dans la zone de la mort? Pour faire simple, il a vécu une accumulation de coups de chance monstrueuse, mais malgré le fait qu'il soit encore en vie, il est peut-être déjà trop tard pour le sauver. Ok, comment a-t-il survécu? Tout d'abord, cette nuit-là, la météo était anormalement clémente. En fait, du 21 au 25 mai 2006, l'Everest a connu une fenêtre de beau temps rarissime, avec un ciel clair et des vents anormalement faibles en altitude. La nuit que Lincoln a passée dehors a été décrite plus tard comme inhabituellement chaude, avec des températures atteignant les -25, -30 degrés seulement. Seulement, on s'entend. Dans des conditions plus classiques, hein, jamais il aurait survécu. Il a eu énormément de chance dans son malheur niveau météo, mais ce n'est pas que ça qui l'a sauvé. L'état de santé et la physiologie de Lincoln ont aussi joué un rôle très important. Plus tôt, je vous expliquais que ses symptômes laissaient sous-entendre qu'il souffrait d'un œdème cérébral très violent dû à l'altitude, et normalement, sans traitement immédiat, il aurait dû en mourir en seulement quelques heures, si ce n'est quelques minutes. Le truc, c'est que son corps s'est vraiment mis en mode survie. Lincoln est tombé dans un état de semi-inconscience, ce qui a pu réduire son activité physique et son métabolisme durant la nuit. Ça a pu l'aider à limiter sa consommation d'oxygène et à garder suffisamment d'énergie pour rester en vie. C'est avec ce genre d'histoire qu'on se rend vraiment compte que le corps humain est très bien fait. En découvrant cette scène et l'état de Lincoln, Dan et ses compagnons renoncent instantanément à leur tentative de sommet pour lui porter secours. Ils lui donnent de l'oxygène, des vêtements chauds, de l'eau et de la nourriture provenant de leurs propres provisions. Pendant près de 4 heures, les sauveteurs improvisés vont veiller sur lui et stabiliser son état en attendant du renfort, au lieu de poursuivre leurs efforts pour atteindre le sommet. Clairement, je pense que plus d'un grimpeur serait simplement passé devant lui en faisant comme si de rien n'était. Selon Dan, ce choix de renoncer au sommet lui a paru comme une évidence. Le sommet sera toujours là, nous pourrons y retourner. Lincoln, lui, n'a qu'une seule vie. Alex Abramov apprend avec stupeur que Lincoln a été retrouvé vivant. Dès qu'il apprend la nouvelle, pas de temps à perdre, il organise une opération de sauvetage de grande ampleur pour tenter de le sauver. Les Sherpas disponibles dans les camps supérieurs sont mobilisés, 11 Sherpas supplémentaires quittent le col nord avec des bouteilles d'oxygène pour se porter à son secours le plus rapidement possible. Lincoln est désormais approvisionné en eau, en oxygène et en nourriture. Il se reconnecte doucement avec la réalité, ses phases délirantes cessent et il mobilise ses dernières forces pour se relever et rentrer à pied. Imaginez la force exceptionnelle qu'il lui faut pour se relever après une nuit complète de survie en hypothermie dans la zone de la mort. C'est juste surhumain. Lincoln entreprend sa descente accompagné de quelques Sherpas venus en renfort. Il marche très lentement, il s'écroule des dizaines et des dizaines de fois, mais à chaque fois il se relève sous les encouragements bien musclés des Sherpas qui l'assistent. Il est aux portes de la mort, à chaque fois qu'il tombe, il croit que cette fois-ci sa fin est inévitable, mais il finit toujours par se relever. Au bout de 10 heures de marche, la nuit tombe de nouveau et Lincoln s'écroule une nouvelle fois. Cette fois-ci, son corps dit stop, il ne peut plus avancer d'un seul mètre. Les Sherpas sont eux aussi épuisés, leur vie est également en jeu et ils n'ont pas la force de le porter jusqu'au camp. Alors, ils se mettent à deux pour le relever et le maintenir sur leurs épaules pour forcer Lincoln à tenir la cadence. Tous ces efforts finissent par porter leurs fruits. Lincoln arrive enfin au niveau du camp d'acclimatation. Le sauvetage a été une réussite. Sa femme reçoit un nouvel appel téléphonique et stupeur, c'est son mari au bout du fil, l'homme qu'elle pensait mort. I came so close to destroying the family that I love so much. I would never let anything like this ever happen again. Cette histoire, c'est un miracle sur toute la ligne, une véritable leçon de vie. Lincoln aurait dû mourir à n'importe quel instant, mais au lieu de ça, il s'est battu malgré le fait que tout le monde le pensait décédé.
Il a puisé dans ses dernières ressources, défié ses propres limites physiques, et jamais il ne s'est laissé abattre par les malaises de fatigue et la nuit terrifiante qu'il a passée seul dans la zone de la mort. S'il s'en est sorti en vie avec quelques gelures seulement, c'est grâce à son équipe, celle de Dan et les Sherpas qui l'ont assisté et soutenu. Sans eux, l'issue de cette histoire aurait sans doute été bien plus sombre. Malheureusement, même si Lincoln a miraculeusement survécu à cet accident, ce n'était en réalité pas la seule épreuve que la vie lui réservait. Il est décédé 6 ans plus tard en 2012 des suites d'un mésothéliome, un cancer rare généralement associé à l'exposition à l'amiante. Il a laissé derrière lui sa femme, ses 2 fils, et une histoire de survie et de résilience qui fascine encore aujourd'hui les adeptes d'alpinisme du monde entier. Merci beaucoup d'avoir regardé ce mini-docu jusqu'à sa fin. Je vous prépare encore plein d'autres formats sur des histoires de ce style en haute montagne, alors si tu veux pas les rater, n'hésite pas à t'abonner. Dans la même veine, je vous ai récemment présenté l'histoire de Joe Simpson, un alpiniste qui a survécu 4 jours dans une crevasse de plus d'une dizaine de mètres de profondeur, après que son compagnon de cordée ait volontairement coupé la corde qui le retenait au-dessus du vide. Allez, à plus!